Nicolas Sansu, bonjour. Bonjour. Merci de participer à ce débat sur les élections régionales. À mes côtés pour vous interroger, Emmanuel Brun de l'Éco-Républicain et Philippe Ramond de la République du Centre. Nicolas Sansu, vous êtes le député-maire communiste Vierzon, mais vous êtes surtout le chef de file régional pour le Front de gauche pour ces élections régionales du 6 et 13 décembre. Nicolas Sansu, pourquoi est-ce que la gauche part-elle encore une nouvelle fois désunie au premier tour? Parce qu'il y a plusieurs gauches, tout simplement. Il y a une gauche qui ne renonce pas, qui essaye de rassembler, une gauche qui n'a pas transigé sur les valeurs de solidarité, sur les valeurs d'égalité, et une gauche qui, au gouvernement, a perdu certaines de ses valeurs. Donc il me semblait normal que nous représentions cette gauche qui ne souhaite pas revenir sur les acquis. On le voit aujourd'hui, par exemple, avec la retraite complémentaire et ce qui se passe. On le voit aussi, j'ai reçu ce matin une petite mamie qui me disait tout son désarroi de payer les impôts locaux parce qu'on avait supprimé la demi-part des veuves, et pas moi, mais le gouvernement Fillon qui a proposé ça, qui a été prolongé par le gouvernement Ayrault puis Valls. Et aujourd'hui, cette petite mamie paye 900 € d'impôts locaux alors qu'elle n'en payait pas jusqu'à maintenant. Je crois que ce sont des choses qu'on ne peut pas accepter d'un gouvernement de gauche, donc c'est normal qu'une autre gauche veuille se faire entendre. Et alors, dans ces cas, pourquoi partir désunis au premier tour et vouloir se rassembler au second tour, puisque j'imagine que le soir du second tour, vous serez unis avec le Parti Socialiste? On ne part pas désunis, on part dans la diversité, ce qui n'est pas la même chose. La désunion, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de rassemblement possible. La diversité, c'est justement de faire entendre plusieurs voix à gauche. Je crois que c'est ce qui se fait dans beaucoup d'élections. Ça se fait à l'élection présidentielle, ça se fait aux élections départementales, ça se fait à l'élection régionale, ça se fait parfois à des élections municipales. Donc il n'y a pas de surprise sur ce sujet. Par contre, nous ne confondons pas la droite et la gauche. Et puis, nous savons qu'au deuxième tour, il faudra battre la droite et éliminer de manière très forte l'extrême droite. Et donc nous prendrons nos responsabilités. Et l'extrême droite, justement, comment vous jugez cette très forte poussée du FN selon les sondages Mais écoutez, la très forte poussée du FN, elle est très simple à expliquer. Beaucoup de nos concitoyens sont aujourd'hui désemparés, désabusés par rapport à la politique qui est menée. Beaucoup de nos concitoyens ont peur de l'avenir. Beaucoup de nos concitoyens ont peur de tomber dans la précarité, ont peur d'un certain nombre de difficultés qui pourraient advenir. Donc nos concitoyens, aujourd'hui, vont vers celles et ceux qui leur disent si ça va mal, c'est à cause du voisin, qu'il soit noir, qu'il soit jaune, qu'il soit maghrébin, qu'il soit parfois au RSA. Donc on vous dit c'est les assistés qui coûtent trop cher. Et cela, ça pèse. Et aujourd'hui, le fait que le gouvernement ait oublié l'égalité, ait oublié la fraternité, fait que beaucoup de nos concitoyens, malheureusement, aujourd'hui, se tournent vers l'extrême droite. Et est-ce que la venue annoncée de Marine Le Pen à Bourges le 9 novembre prochain vous inquiète, ou est-ce que c'est pour vous Ce qui m'inquiète, c'est la banalisation du discours de l'extrême droite. Mais c'est aussi le fait que nous courions parfois, beaucoup de nos concitoyens, mais aussi beaucoup d'hommes politiques et de femmes politiques courent après le discours du Front National. Alors il faut combattre le Front National coûte que coûte. Il n'y a rien à banaliser sur ce discours, donc ça ne m'inquiète pas, mais par contre nous serons en première ligne pour combattre cette venue. De Marine Le Pen, le 9 novembre? Bien sûr. Très bien. Monsieur Sansu, vous êtes le seul chef de file régional à ne pas être aux avant-postes sur la liste départementale. C'est surprenant, non? Oui, c'est surprenant. Et alors? C'est le talent de la surprise. Alors, vous savez, j'ai au moins un mérite, c'est qu'on sait que je ne cours pas pour être élu. C'est pas mal. Ça veut dire que j'y vais pour une raison simple, c'est pour porter des idées. Pour porter des idées avec mes amis et camarades du Front de gauche. Et puis, si par bonheur, les électeurs nous plaçaient en tête de la gauche, je prendrai mes responsabilités. Mais au premier tour, il me semble qu'on peut très bien porter une liste sans en être forcément le leader dans une section départementale. C'est autorisé par la loi. En tout cas, c'est le choix que nous avons fait pour rassembler le plus largement possible et que le Front de gauche mette en chef de file une des deux personnes qui est parlementaire dans la région Centre, tout simplement. En 2010, c'était Marie-France Beaufils, qui est sénatrice maire de Saint-Pierre-des-Corps. En 2015, on m'a demandé, en tant que député maire de Vierzon, de porter le discours du Front de gauche avec une idée toute simple, c'est que cette élection, elle a un poids national évident, elle a un enjeu national évident. Et tout ce que je fais au niveau de l'Assemblée nationale avec les députés du Front de gauche, aujourd'hui sera décliné dans la campagne régionale.
Pardonnez-moi, juste une dernière question sur la politique. Est-ce que l'ensemble du front de gauche que vous représentez est d'accord sur cette idée de s'unir avec le Parti Socialiste au second tour? Est-ce que le Parti de gauche, justement... Alors le Parti de gauche, ou ce qu'il en reste. Aujourd'hui, vous savez très bien qu'il y a des divergences sur ce sujet, mais il est clair aussi qu'à partir du moment où on a demandé à Nicolas Sansu d'être chef de file, la contrepartie, c'était qu'au deuxième tour, il n'y avait pas de discussion possible sur ce sujet, c'est-à-dire que nous serons unis au deuxième tour, quoi qu'il arrive. Autre sujet économique, plus maintenant, la région souffre d'un fort taux de chômage depuis plusieurs années, plus de 2% depuis le début de l'année. Quelles solutions le Front de gauche propose-t-il pour essayer d'inverser cette tendance, tout du moins? Écoutez, ça fait des années, des dizaines d'années, que l'on multiplie les dispositifs de soutien aux entreprises, de baisse du coût du travail, tout cela soi-disant pour créer de l'emploi. J'ai quand même l'impression que ça ne marche pas. Le dernier exemple en date, c'est le crédit d'impôt compétitivité emploi. Dans la région centre, c'est 230 millions d'euros qui sont rendus aux entreprises. C'est pas rien quand même, hein, 230 millions d'euros. Et pourtant, le chômage continue d'augmenter. Donc il y a quand même un vrai souci d'orientation de l'argent. À mon sens, la première des choses à faire, c'est d'utiliser l'argent autrement pour créer des pôles d'excellence, pour aussi recréer de l'économie qu'on appelle circulaire, c'est-à-dire produire local, consommer local, c'est quand même la première des choses. Et puis, nous verrons bien, mais sincèrement, aujourd'hui, dépenser des millions et des millions d'euros, alors certains secteurs en ont besoin, et je pense à l'industrie qui est très exposée internationalement, mais d'autres secteurs n'en ont pas besoin. Vous prenez les cliniques privées, vous prenez la grande distribution, vous prenez les banques et les assurances qui touchent des millions et des millions d'euros de CICE, c'est du gâchis d'argent public qui pourrait être plutôt injecté à la formation, à la recherche, à la création d'activités. Vous parlez d'argent public. La région a-t-elle les moyens de ses ambitions? À votre meeting d'Orléans, vous n'avez pas hésité à qualifier de criminel la baisse des dotations aux collectivités locales. Bien sûr que c'est criminel. C'est criminel. Depuis maintenant 2 mois, je travaille à l'Assemblée nationale en tant que rapporteur d'une commission d'enquête sur les conséquences des baisses de dotation aux collectivités locales et notamment sur l'investissement public et sur le service public de proximité. J'étais vendredi dernier au congrès régional des travaux publics, la Fédération des travaux publics, vous savez, qui se déroulait à Chessy. Sincèrement, les entreprises de travaux publics ont perdu d'ores et déjà plus de 10% de leur effectif. Et on va continuer à faire perdre. Les entreprises de travaux publics travaillent pour 70% pour le bloc communal dans tous les investissements publics qu'ils font. Vous savez, c'est criminel parce qu'aujourd'hui, quand on affaiblit comme ça les collectivités locales, on affaiblit le service public, on affaiblit la solidarité pour très peu de résultats en termes de finances publiques. Pour la région, c'est 17 millions d'euros qui seraient supprimés l'an prochain, en 2016, et encore 17 millions d'euros qui seraient supprimés en 2017, après les 17 millions d'euros qui ont été supprimés en 2015. C'est considérable. C'est la totalité du budget culture et sport qui disparaît. Est-ce que vraiment, dans une région comme la nôtre, on peut se permettre ça? Je ne pense pas. Et la région accueille ses premiers migrants actuellement. Quel est votre point de vue sur cette question? Mais le point de vue, c'est celui d'un député communiste front de gauche, donc ça ne va pas vous surprendre. Oui, il faut accueillir les migrants, quoi qu'il arrive. Heureusement qu'on accueille les migrants. Il y a des hommes et des femmes qui sont nos frères, ce sont des êtres humains, qui sont dans des situations absolument intenables, insoutenables, invivables, au sens littéral du terme, puisqu'ils vivent la guerre, ils vivent la pauvreté, ils vivent le chaos. Et c'est normal qu'ils cherchent à trouver refuge dans les pays où il y a plus de possibilités. Donc il faut les accueillir et puis évidemment permettre une vraie coopération, un vrai développement avec ces pays-là, avec ces régions-là, parce que le Proche et le Moyen-Orient aujourd'hui est une véritable poudrière et un des objectifs, ce n'est pas seulement de les accueillir, il faut les accueillir, mais c'est aussi de régler ces questions de conflit au Proche et au Moyen-Orient. C'est possible de régler ces questions de conflit au Proche? Mais bien sûr que c'est possible. Vous savez, tous les conflits ont plusieurs origines, mais il y en a une qui ne manque jamais, c'est celle des intérêts de certaines multinationales. Et aujourd'hui, les intérêts financiers qui sont considérables. Et aujourd'hui, si on ne touche pas à ça, il est clair qu'on va multiplier la guerre et le chaos sur toute notre planète avec les migrations que l'on va connaître. Donc c'est un vrai sujet majeur. Mais qu'est-ce que vous voulez, quand il y a des terminaux pétroliers ou gaziers à aller chercher, chacun sait que parfois la guerre économique précède la guerre tout court. Autre sujet, mais qui touche un peu sur l'environnement, puisque on a appris que vous preniez un livret vert.
sur le modèle d'un livret A, un peu, Exactement. pour financer notamment les transports collectifs et les modes doux. Donc l'environnement est donc bien l'une de vos priorités, même si vous n'êtes plus avec vos camarades écologistes comme vous avez pu l'être dans le passé. Je suis persuadé que la croissance telle qu'elle a été conçue dans les années 70, 80, 90 n'est plus d'actualité. Je crois beaucoup à la transition écologique comme mode de développement. La transition écologique, ça peut être la sobriété, ça n'est pas la décroissance. C'est une autre façon d'entreprendre la croissance et de concevoir la croissance. Et la transition écologique, c'est des transports collectifs qu'il faut financer. Ce sont des liaisons douces, comme vous dites. Ce sont aussi tout un tas de travaux sur la mise aux normes énergétiques de tous nos bâtiments publics ou privés. Ce sont la création, et c'est dans notre programme, de ce qu'on appelle l'agriculture maîtrisée dans chaque canton. Ce sont ces choses-là qu'il faut régler pour aujourd'hui trouver un nouveau modèle de développement. La COP21, normalement, devrait aller vers ce sujet, mais en même temps, quand on enlève les financements de Réseau Ferré de France, maintenant SNCF Réseau, qui ne fait pas les travaux de remise à niveau des lignes ferroviaires, je pense qu'on est à côté de la plaque. Donc nous proposons un livret vert, oui, qui soit comme le livret de développement durable, qui existe aussi, mais un livret vert qui pourrait être géré par la région, qui sera un fonds de transition énergétique. Vous savez, il y a 16 milliards d'euros en région centre sur les livrets A, ce qu'on appelle les livrets A. Je pense qu'il y a matière à divertir une partie de ces 16 milliards d'épargne de nos concitoyens pour permettre un développement et puis un fonds régional qui soit un fonds régional de transition écologique. Et les socialistes reprennent un peu votre idée de la gratuité des transports scolaires. C'est un élément qui vous rapproche finalement. Oui, c'est un élément qui nous rapproche. Alors, il n'y a pas de problème là-dessus. Sincèrement, la gratuité des transports scolaires, c'est tout simplement la gratuité de l'enseignement. C'est rien d'autre. C'est-à-dire que quand nous prônons la gratuité des transports scolaires, que j'ai eu l'occasion de mettre en place au Conseil général du Cher quand j'étais vice-président en 2004, qui a été aujourd'hui abandonnée par la droite depuis qu'elle a été élue, donc là, à la rentrée de 2015. Cette gratuité, c'est tout simplement l'école de la République. Donc ce n'est pas une question de cadeau fait aux familles, c'est qu'un enfant de la ruralité ou un enfant d'une zone périurbaine a droit aussi à l'école gratuite. Elle est laïque et obligatoire, elle doit être aussi gratuite. Toujours dans le thème du transport, Emmanuel Macron vante les déplacements en car. Vous voyagez plutôt en train, non? Oui, je pense qu'il faut voyager plutôt en train et en même temps, il ne faut pas opposer les modes. Vous savez, entre la route, le rail, mais aussi le fluvial, alors c'est un peu plus loin pour nous, ou l'aéroportuaire, la question aujourd'hui, c'est de faire dans notre région un vrai maillage. Vous savez, on est une région où on n'a pas de métropole. On a un axe ligérien qui est très fort autour de Tours, Orléans et Blois. On a un Eure-et-Loir qui se tourne quand même vers l'Île-de-France, avec Chartres et Dreux. Et on a un sud de la région qui est autour de ces pôles Bourges, Vierzon, Châteauroux, Issoudun. Il faut faire un maillage. Et ce maillage, il se fait d'abord par la mobilité. Et donc, il faut des réseaux de transport et de mobilité qui soient extrêmement performants. Beaucoup a été fait sur le transport ferroviaire. Et je pense que, par exemple, le triangle Vierzon, Orléans, Tours en TER est aujourd'hui une très belle réussite. Il faut aujourd'hui faire Chartres-Orléans, tout en faisant la RN 154. Ça n'est pas concurrentiel à mon avis. C'est-à-dire que, par contre, on aura moins de bus. Si on a des trains, on pourra avoir des voitures et des trains. On n'est pas obligé d'avoir des bus qui circulent sur ces voies, parce que le bus, après, très clairement, c'est le transport du pauvre, et à un moment, c'est ce qu'on cherche à faire, c'est-à-dire à montrer qu'il y en a qui peuvent prendre l'avion pour aller jusqu'à Marseille, d'autres le TGV, et puis d'autres le bus. Je pense que ce n'est pas ça l'avenir de notre société. C'est pas très écologique en plus. C'est pas très écologique. Le bus est plus écologique que la voiture, oui. Mais c'est moins écologique que le train. Un mot justement, puisqu'on parle des transports sur la ligne grande vitesse POCL, est-ce que vous y croyez encore? Pareil, Orléans, Clermont, Lyon? Écoutez, pas de schizophrénie. Quand on nous dit il faut diminuer les dépenses publiques, mais on va vous faire POCL, à un moment, il faut arrêter de raconter des histoires. C'est ou l'un ou l'autre. Alors je le dis pour le gouvernement actuel, mais aussi pour ceux qui voudraient venir aux affaires dans quelques temps, puisque il me semble que les Républicains prévoient 100 milliards d'euros d'économies de dépenses publiques et nous disent qu'ils vont faire tous les grands chantiers. Ça n'est pas raisonnable. Aujourd'hui, il faut d'abord régénérer
les voies existantes. On a une très belle voie, une très belle radiale qui s'appelle Paris-Orléans-Limoges-Toulouse, passant par Vierzon, c'est comme ça. On a une voie très importante qui prend de Vierzon, qui va à Bourges et Clermont. Et on a une très très belle voie aussi qui est Nantes-Lyon, qui passe par Tours, etc. Faisons en sorte que nos liaisons ferroviaires soient performantes, fiables. Je ne suis pas sûr que l'objectif ce soit de gagner 10 minutes pour aller à Paris. Je suis par contre sûr que l'objectif c'est que ce soit fiable, c'est-à-dire qu'on ait des trains qui soient propres, qui soit correct et qui soit à l'heure. Et une fois qu'on a ça, vous savez, on n'est pas à 10 minutes près à mon sens. Une question pour terminer plus culturelle, puisque est-ce que vous craignez que si la droite revient aux manettes régionales, il y ait un coup porté, ou en tout cas une chute des financements en direction des associations, et notamment des associations culturelles? C'est ce qui se fait dans toutes les villes qui ont été remportées par la droite. Alors, sous l'effet de deux contraintes. Une contrainte financière aux collectivités locales qui est indéniable et qui aujourd'hui pèse terriblement sur tous les budgets associatifs au niveau des communes, mais pèse aussi sur les budgets au niveau de la région ou des départements d'ailleurs. Hein. C'est la même chose. Il y a ça, puis il y a un choix. Capasso est une politique qui a été portée par la gauche dans son ensemble depuis maintenant 7-8 ans, je pense à peu près. Capasso a permis la création de 4000 emplois associatifs dans les associations sportives, culturelles, et fait partie de la réussite du développement culturel de notre région. Je pense que si on s'attaque à des dispositifs comme ça, on va mettre en péril un certain nombre d'associations culturelles. Et donc, oui, je crois qu'il y a un risque, si la droite gagne, qu'elle veuille faire peser sur les associations, et donc sur le sport et la culture, qui représentent 40 millions pour la culture, 10 millions pour le sport, une partie des efforts qu'ils nous appelleront à faire. Pourtant, ils démentent. Hein. Ils démentent vouloir s'attaquer à Capasso. Enfin. Ils démentent, mais moi, la question, c'est d'être cohérent. Soit on accepte qu'on baisse de 17 millions les dotations aux collectivités, à la collectivité régionale, et alors là, il faut trouver quand même de l'argent. Je veux dire, il ne faut pas raconter d'histoire. Soit on ne l'accepte pas. Moi, j'essaye d'être cohérent. Quand je vous dis que je pense qu'on ferait mieux de prendre les 17 millions sur les 230 millions du CICE pour les remettre à la collectivité régionale et lui permettre de porter ses politiques publiques, notamment en direction de la culture, du sport, mais d'autres politiques publiques, je pense que et la droite et aussi le Parti socialiste ferait bien d'avoir la même cohérence. Très bien. Nicolas Sansu, une dernière petite question plus anecdotique, puisque le 6 décembre, c'est la Saint-Nicolas. Exactement. Est-ce que, même si vous ne croyez plus au Père Noël, je ne sais pas, peut-être que c'est comme ça que j'ai fini. J'ai fini comme ça mon meeting de lancement. Donc, est-ce que vous attendez un beau cadeau pour cette... Je ne sais pas si ce sera des macarons, vous savez. Saint-Nicolas, mon patron, apporte-moi des macarons. Mais je pense surtout que les électeurs se feraient un très beau cadeau en mettant le front de gauche à un niveau très haut, qui puisse peser et faire emporter la gauche. Tout simplement, aujourd'hui, on sait qu'un certain nombre d'électeurs de gauche ne veulent pas voter pour le Parti socialiste dès le premier tour, pour des raisons que l'on comprend au niveau national. Nous sommes en mesure de les amener vers les urnes au premier tour, et nous ferons notre travail au deuxième pour que la gauche l'emporte dans l'Union, mais aussi avec des exigences en matière de programme. Nicolas Sansu, merci à vous. Merci.